Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire, le président ivoirien Alassane Ouattara sur les terres de l'ancien président Henri Konan Bédié. Le chef de l'État entame ce dimanche une visite stratégique de 4 jours dans le centre du pays à un an de l'élection présidentielle. Le Sénégal prend des mesures pour préserver ses ressources halieutiques intactes. Les autorités veulent réglementer la pêche artisanale, une spécificité qui assure 80% des livraisons de poissons. Et puis alors que le Sud-Soudan est toujours divisé par un conflit fratricide depuis la mi-décembre 2013, zoom sur l'association CARE qui milite pour une plus grande implication de la communauté internationale. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara débute ce dimanche une tournée dans la région de Daoukro, dans le centre du pays. Une visite stratégique pour les observateurs à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2015. La région incarne le fief de l'ancien président Henri Konan Bédié, l'allié qui lui avait permis de s'imposer. Guillaume Durand. Le président ivoirien Alassane Ouattara entame ce dimanche une tournée dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de Daoukro. Si cette visite affiche comme ambition le renforcement local et régional ainsi que la consolidation de la décentralisation, elle revêt un caractère stratégique à 13 mois de l'élection présidentielle. Daoukro est en effet le fief de l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié, leader du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, partenaire clé du président Alassane Ouattara. Il y a une dimension particulière qui tient compte du fait que les deux leaders sont des alliés aujourd'hui politiques dans le cadre du RHDP. Et dans la perspective de la présidentielle 2015, du débat sur la candidature unique, on peut s'attendre à ce que des gestes forts et des actes forts, des révélations même interviennent au niveau de la réconciliation, au niveau de la relation entre ces deux responsables politiques qui se sont connus depuis longtemps, qui ont eu des divergences dans leur parcours, qui se sont affrontés et qui aujourd'hui se retrouvent. Le PDCI, à un an du scrutin présidentiel, est divisé. Le parti doit-il aligner un candidat face au président Alassane Ouattara ou privilégier une candidature unique et le rassemblement derrière l'actuel chef de l'État? On peut avoir droit à des révélations, à des choses inédites et au-delà de ça, à un renforcement de l'alliance, à un pacte qui sera renouvelé et scellé pour les perspectives à venir. Déjà, les adversaires de la candidature unique sont inquiets. Ils pensent même que, à cette occasion, la décision définitive d'une candidature unique sera annoncée. Mais qui connaît Bédié son respect du PDCI et des procédures peut indiquer que ce ne sera pas le cas et qu'on retournera certainement à une convention ou aux instances du PDCI pour valider cela. En octobre 2013, le PDCI, dont nombre de militants s'estiment perdants dans l'alliance actuelle, avait décidé de présenter un candidat issu de ses rangs à ce scrutin. L'enjeu pour le chef de l'État Alassane Ouattara lors de cette visite est donc de donner le sentiment à Henri Konan Bédié et ses sympathisants de co-gérer le pays avec lui. Un processus déjà en marche puisque le 3e pont sur la lagune d'Abidjan, en construction, pourrait porter le nom d'Henri Konan Bédié. En République démocratique du Congo, l'opposition avait appelé à la manifestation samedi matin à Kinshasa, cause à invoquer une modification de la Constitution qui permettrait au président actuel, Joseph Kabila, de se représenter en 2016. Les protestataires ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogène. Écoutons la réaction du gouvernement en la personne du porte-parole Lambert Mandé. D'abord, elle n'a pas eu lieu, elle a été déconseillée. Et il y a une cinquantaine de personnes qui voulaient défier cette position de la mairie de Kinshasa. On les a dispersés. 8 ont résisté. Ils ont été amenés au poste. On les a identifiés et on les a relâchés après 45 minutes. Il n'y a eu personne de gardé. Il n'y a eu aucune plainte contre les éléments de la police. Il y avait 2 journalistes parmi les 8 interpellés. Il y en a un qui s'est plaint que son téléphone lui a été confisqué. Le ministère de l'Intérieur a accepté de lui acheter un téléphone de même marque. L'actualité économique, c'est le Sénégal qui est aujourd'hui confronté à une raréfaction de ses ressources halieutiques. La conséquence d'une pratique anarchique de la pêche artisanale. Et c'est pourquoi les autorités veulent réglementer davantage la pratique de cette pêche. Reportage de notre correspondant, Djibril Fofana. Au Sénégal, les autorités sont en campagne pour assainir la pratique de la pêche artisanale. La pêche artisanale assure plus de 80% des débarquements de poissons au Sénégal. Mais la faible maîtrise du parc piroguier ne permet pas aux autorités d'avoir un contrôle pour un meilleur ajustement des capacités de pêche. Depuis 2004, un important programme pour l'immatriculation et la géolocalisation des pirogues avait été lancé.
Mais les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous. Aujourd'hui, les autorités ont durci le ton. Les pêcheurs ont l'obligation d'immatriculer leurs pirogues sous peine de sanctions. Lors de la première campagne, on avait immatriculé les pirogues à hauteur de 90 à 95%. Mais il n'y a pas eu de suivi. Après, les immatriculations sur les pirogues sont tous effacées. Aussi bien, si tu refais ta pirogue, tu ne remets pas les numéros. Ce qui fait que nous sommes tombés presque actuellement. Il y a moins de 20% de pirogues immatriculées dans notre zone. Officiellement, 21 600 pirogues sont immatriculées au Sénégal. Mais ce chiffre est largement en deçà des pirogues présentes dans les eaux sénégalaises. La conséquence, c'est la surexploitation incontrôlée et anarchique des ressources halieutiques. Les dernières communications font état d'environ, pratiquement sur le pélagique, de quelque chose comme 218 000 tonnes de pêche illégale qui sont prises chaque année dans nos eaux. Il y a nos acteurs qui s'introduisent dans la pêche comme ça, ce qui fait qu'il y a trop de non-pêcheurs qui sont dans la pêche. Avec l'immatriculation, on pourra identifier les vrais acteurs. Et quand on aura identifié les vrais acteurs, il y aura plus de surpêche. Au Sénégal, la pêche occupe une place importante dans l'économie sociale. Elle fait vivre directement ou indirectement près de 600 000 personnes. Pour sécuriser davantage cette activité, un programme national d'assurance pour la pêche artisanale a été lancé le 12 août 2014. Le Sud-Soudan est toujours divisé par un conflit depuis 9 mois. L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies intensifient leur mission conjointe pour atteindre les populations des zones les plus reculées. Le nombre de décès liés à la malnutrition augmente de façon spectaculaire. Anan Faro. Au Nil, les avions du Programme alimentaire mondial distribuent des sacs de nourriture. Dans cet état du Sud-Soudan touché par le conflit, entre 60 et 75% de la population est en situation d'insécurité alimentaire grave selon les Nations Unies. Mais leurs besoins ne sont pas que nutritifs. Ils ont également énormément besoin de soins de santé. Et la malnutrition a atteint des proportions inquiétantes. Donc les enfants et les femmes ont besoin énormément d'assistance dans ce domaine. Au Sud-Soudan, plus d'1 million de personnes vivent dans des abris de fortune. La moitié sont des enfants. La situation des femmes attire également l'attention des ONG de solidarité. Comme dans la plupart des zones de conflit, les violences basées sur le genre et également une question de préoccupation particulièrement pour les jeunes femmes qui doivent se déplacer ou vivre dans des conditions de promiscuité. Souvent établis dans des zones rurales, l'accès à l'aide humanitaire des réfugiés est limité. Depuis l'accession à l'indépendance du Sud-Soudan en juin 2011, le pays compte 1,5 million de personnes déplacées. Alors que la Somalie est en proie aux exactions des Chebab, un appel à la paix a été lancé par une catégorie d'habitude silencieuse de la population. Des personnes handicapées ont appelé leurs compatriotes à mettre un terme au conflit. Selon le réseau somalien Autonomie et Handicap, 30 000 personnes vivent avec un handicap à Mogadiscio, la capitale. Des personnes particulièrement vulnérables aux effets de la guerre. Anan Faro. Alors que leur pays est en proie à la menace quasi quotidienne du groupe terroriste Al-Shabaab, des Somaliens atteints d'un handicap se sont réunis à Mogadiscio pour lancer un appel visant à mettre fin au conflit armé. Un appel en faveur de la paix. Je suis très heureuse de voir que les personnes handicapées peuvent se réunir pour célébrer la paix. Cela m'encourage aussi. Je pense que les personnes handicapées ne sont pas seulement diminuées, elles peuvent faire un travail sur elles-mêmes pour se donner les moyens d'être autonomes. La majorité des participants à cet événement pour la paix sont des mutilés de guerre. Ils témoignent ici de l'importance de la paix dans leur vie. Les personnes handicapées sont plus vulnérables sans la paix. Elles sont stigmatisées dans ce pays et sont victimes de discrimination. Les handicapés ne peuvent généralement pas vivre sans la paix, car ils ne peuvent pas être autonomes face à l'explosion de violence. Ils ne peuvent pas courir quand les roquettes tombent. Ils ne peuvent pas tout faire comme les autres. La promotion des droits des personnes handicapées est l'un des fers de lance du réseau somalien Autonomie Handicap. Selon l'organisation, à Mogadiscio, 30 000 personnes vivent avec un handicap.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.